Aimables téléspectateurs, fidèles abonnés de Ménuram, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite le bienvenu à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Ménuram, le magazine qui vous édifie au travers de la parole de Dieu, mais qui vous ajoute également un plus à la connaissance au travers de ces différents thèmes qu'il exploite. Pour ce soir, je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je reçois un invité, c'est aussi, nous l'avons déjà reçu sur ce plateau des Ménuram, ce n'est pas sa première fois. Il s'agit du pasteur Alex Gédéon Matondo Bangui. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui qu'aujourd'hui nous parlons de la fonction publique et le chrétien. Pasteur Alex Gédéon Matondo, bonsoir. Bonsoir Madame Clémence. C'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux et de partager avec vous ce plateau, surtout pour nous bénir d'abord et bénir nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci, le plaisir est partagé. Ça fait plusieurs jours, vous étiez venu, vous étiez parti sûrement avec votre charge horaire. Et nous bénissons Dieu parce que ce soir, il vous renvoie encore pour nous bénir. Et nous parlons de la fonction publique et du chrétien. Comme nous parlons de la fonction publique et les chrétiens, définissons d'abord les concepts, pasteur. Mais j'aimerais qu'on inverse l'ordre pour la définition. Pas de problème. Commençons par le chrétien. Qui est un chrétien, pasteur? Un chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ok. Pour la première fois dans la Bible, c'est plus dans le Nouveau Testament, dans la ville d'Antioche. C'est là où on a localisé les disciples de Jésus comme des chrétiens. Parce qu'ils produisaient les œuvres de Christ. On a vu en eux les caractères de Christ. C'est alors que le mot chrétien, pour la première fois, le mot chrétien a été sorti de la bouche de ceux qui observaient. Donc voilà. Ça c'est un chrétien. Mais pasteur, aujourd'hui, est-ce que peut-on d'emblée ou physiquement reconnaître un chrétien? Bon. Un chrétien, la Bible dit, et la Bible est claire là-dessus, on reconnaît un arbre par ses fruits. Exactement. On ne reconnaît pas un chrétien parce qu'un chrétien le dit. On reconnaît un chrétien par ses fruits. Je peux beau bien crier devant les gens, là où je travaille, là où je vis avec les autres, que je suis chrétien, c'est pas suffisant. Mais c'est le fait de prouver, de donner des fruits dignes de repentance, un caractère digne de son nom. C'est là où les gens vont dire que réellement celui-ci suit Christ parce qu'il a les caractéristiques de Christ en lui. Ok, mais pasteur, peut-on aussi dire que quelqu'un qui a fait plusieurs années à l'église, il est né à l'église, il a grandi à l'église, il a même vieilli à l'église, on peut aussi le qualifier d'un chrétien? On peut l'appeler chrétien, c'est une appellation, mais ce n'est pas dire qu'il est vraiment... il a les caractères de Christ, parce que j'ai dit « et chrétien ». Abusivement, nous appelons les gens, moi par exemple, je suis né en église, grandi à l'église, mais ce n'est pas le fait que je suis né et grandi à l'église que j'étais chrétien. J'ai été chrétien le jour où j'ai pris la décision de suivre Jésus-Christ et tout abandonner. Abandonner le mal et faire du bien. Et j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je me suis fait baptiser par immersion. C'est là où on dit chrétien. Mais aujourd'hui, tout celui qui fréquente l'église, on peut l'appeler chrétien, mais c'est pas... Est-ce qu'on doit accepter cette appellation ou bon, c'est abusivement, hein, c'est aussi pour... Vous voyez, le monde est moderne, on ne veut pas choquer les gens, mais quand on parle d'un chrétien, c'est celui à qui on voit les fruits de Christ.
Okay. Voilà. Donc on peut aussi recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, mais on ne manifeste pas ses fruits, le fruit de Christ, de celui qu'on a reçu. Bien sûr, on peut faire ça par formule parce que, vous savez, une fois j'étais en train de prêcher les jeunes, les adolescents, pas les jeunes, je les prêchais. Et après, on a commencé à prier, il y a eu des manifestations. Quand j'ai passé, j'ai touché quelques adolescents, ils tombaient. Mais je me suis rendu compte que parmi eux, il y avait des adolescents qui tombaient d'eux-mêmes parce que son ami était tombé. Okay. Il s'est dit, bon, si je ne tombe pas, on va dire que moi je suis pas rempli du Saint-Esprit, j'ai des démons, il faut tomber. Alors aujourd'hui, les gens entrent dans ces mouvements-là de faire des formules de Jésus. Oui, c'est une formule, mais ce n'est pas une formule mystique, magique, mais c'est une formule qu'on doit prendre au sérieux. Quand vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devrez vous efforcer de marcher selon sa parole et selon lui. Ok, donc si je vous comprends bien, dans nos églises, aujourd'hui, tous ceux qui viennent ne sont pas toujours des chrétiens. Pas nécessairement. Okay. Vous avez raison, pas nécessairement. Il y a des gens qui fréquentent l'église. Il y a des gens qui sont frères, qui sont sœurs, mais il y a aussi ceux qui fréquentent l'église, ils viennent à l'église, il n'a rien à voir avec Dieu. Il n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Mais parce qu'il est né dans une famille chrétienne, son père, sa mère priaient, il a grandi dans cette atmosphère et il n'a nulle part aller, il vient à l'église. Donc il vient à l'église par formalité. Par formalité, bien sûr. Okay. Merci. Ouais. D'accord, pasteur. Ceci me rappelle, je crois, un adage, je crois aussi que je l'avais aussi entendu de vous. Vous avez dit que le fait de rester longtemps dans un garage ne fait pas de quelqu'un un véhicule. Bon, je ne sais plus, hein, parce qu'il y a trop de conversations entre vous et moi. Alors, oui, vous avez raison, le fait de rester dans un garage ne fait pas de vous un mécanicien. Okay. Vous avez dit quoi? Un véhicule. Oui, c'est un mécanicien que vous avez dit. Oui, ne fait pas de vous un mécanicien. Le fait de rester dans un garage ne fait pas de vous un mécanicien. Le fait de rester à l'église ne fait pas de vous chrétien. Vous devrez les recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et adapter votre vie à sa vie et marcher conformément selon les Écritures. Donc, vous devrez exhiber la vie de Christ. C'est comme ça que j'ai évoqué une portion des Écritures qui dit on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quand on voit un manguier, si on voit un manguier qui est le bananier, le manguier donne le banane, vous êtes confondus. C'est ce que nous voyons dans nos églises aujourd'hui. Les gens s'appellent chrétiens, mais les fruits qu'ils portent n'est pas digne d'être des enfants de Dieu. Okay. D'accord, pasteur. Mais aussi, est-ce qu'il y a un âge requis pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Non. Ou on peut le recevoir à tout âge? Non. L'évangile n'a qu'une seule portée. Quiconque croit. Okay. Donc, celui qui croit, s'il a 82 ans, le Seigneur le sauve. Celui qui croit, s'il a 15 ans, le Seigneur, 10 ans, le Seigneur le sauve. L'évangile est pour quiconque croit. 10 ans, c'est un peu tôt. Bon, c'est un peu tôt parce on n'a pas encore de conscience. On n'a pas de conscience. Mais s'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient chrétien jusqu'à l'âge de la maturité où il aura la conscience, mais il sera jugé par rapport à son âge là. S'il a conscience, les choses peuvent changer. Il peut prendre la décision lui-même aussi. Ok. Pasteur, parlons d'abord de chrétiens, parce que quand on va entrer dans la fonction publique, ce sera un peu large, on ne saura plus revenir. Les chrétiens dont on parle ici, quels sont, parce que vous avez parlé de fruits, vous avez dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits, un chrétien doit manifester le fruit de Jésus. Quels sont les fruits qu'on doit réellement voir, distinguer ou qu'on attend voir dans la vie d'un enfant de Dieu? Non, mais je vous renvoie dans le livre de Galates. Okay. Galates parle du fruit de l'esprit, la tempérance, la bienveillance, la douceur. Donc ce sont les fruits de l'esprit qu'on doit voir dans un chrétien. La crainte de Dieu, la lecture méditative de la parole de Dieu, être plongé dans les choses dont il fait. La Bible dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, voyez, donc nous devrions, un chrétien, on reconnaît par ses fruits, par la façon d'agir, par la façon de marcher. Voyez, donc les fruits là dont on parle, c'est la crainte de l'Éternel, c'est le caractère de Christ. Et si c'est Christ qui était devant vous, est-ce que Christ ferait cet acte? Est-ce que Christ prendrait la femme d'autrui? Est-ce que Christ prendrait les jeunes filles?
Est-ce que Christ volerait? Vous voyez? Donc, c'est ces caractères-là qu'on appelle les fruits. Ok, on doit aussi voir l'amour dans la vie d'un chrétien. Bien sûr. Quand vous lisez Galates, il y a aussi l'amour qui est le caractère de Christ. Un chrétien, on le reconnaît par l'amour parce que la Bible dit un chrétien ne peut pas prétendre aimer Dieu sans pourtant aimer son prochain. Si tu n'aimes pas les prochains que tu vois, parce que depuis que Dieu a créé les jardins d'Éden, Dieu n'est plus ailleurs, Dieu est dans l'homme. Ok. Oui. Depuis qu'il a créé les jardins d'Éden, Dieu n'est plus ailleurs, Dieu est dans l'homme. Donc, voilà pourquoi Jésus s'est identifié aux prisonniers. Voilà pourquoi Jésus s'est identifié à ceux qui étaient dans les hôpitaux. Il dit, si vous rendez visite à ces personnes-là, c'est à moi que vous l'aviez fait. Donc, Dieu est dans l'homme. Si tu n'aimes pas l'homme, comment prétendre aimer son prochain? Comment même prier? Ouais. Si tu fais du mal à l'homme que tu vois, je ne pense pas que ta prière sera exaucée. Parce que Dieu est dans l'homme. Et si on n'a pas l'amour, on ne fera que du mal. Oui, mais quand on n'a pas l'amour, on aura quoi? La haine. Tel qu'on est ici, c'est l'amour qui nous unit. Je vais parler des choses de Dieu parce que j'ai fait que les autres qui sont dans la maison, qui nous suivent, soient sauvés. S'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'importance de l'église. L'importance de l'église n'y est plus. Donc, il n'y a plus l'importance de l'église, il n'y a plus l'importance des prêtres, il n'y a plus l'importance des pasteurs. Même la prédication des pasteurs devait être basée dans l'amour. S'il n'y a pas l'amour, si un pasteur prêche, il n'aime pas les fidèles, à quoi servirait sa parole? Sa parole qui prêchera retendira comme quelque chose qui ne produira rien. Mais pasteur, aujourd'hui dans nos églises aussi, nous voyons beaucoup de choses, mais j'aimerais qu'on n'entre pas là-dedans ce soir. Prochainement, j'aimerais que vous nous emmenez aussi un thème comme le chrétien et l'église. Pour qu'on voit un peu... Bon, c'est vous, hein, si vous voulez, je vais étudier ça, les chrétiens et l'église. Les chrétiens et l'église, parce que c'est que nous voyons aussi à l'église, parfois, de nos jours, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Comme quoi? Non, pas aujourd'hui, parce que nous voulons parler de la fonction publique. Si on entre dans ce domaine, on ne saura pas exploiter notre thème. Revenons maintenant dans la fonction publique. C'est quoi la fonction publique, pasteur? Bon, la fonction publique, c'est l'ensemble des ministères qui existent. La fonction publique elle-même, c'est un ministère. Un ministère de la fonction publique. Mais la fonction publique, en dehors d'être ministère, c'est un ministère qui gère tout le ministère de la République. C'est lui qui a les fichiers. Si vous êtes fonctionnaire, votre nom devait se retrouver là-bas. C'est lui qui accorde les numéros matricules. Donc, vous ne pouvez pas être fonctionnaire sans pourtant que le ministre des tutelles vous donne le numéro matricule. Le ministre des tutelles, c'est le ministre de la fonction publique. Donc, la fonction publique elle-même est un ministère à part. Voilà. Et puis, c'est aussi l'ensemble de tous les autres ministères. Voilà. Mais dans notre pays, combien de ministères avons-nous exactement? Bon, ce qui est vrai, c'est difficile de compter ça. Mais il y a plusieurs ministères. Il y a les ministères d'environnement, les ministères du budget, les ministères des finances, les ministères du plan, les ministères des genres, les ministères de la justice, le ministère des transports, les ministères d'urbanisme et habitat. Je pense si on ne les a pas séparés. Il y a plusieurs ministères, il y en a beaucoup. Communication et médias. Il y a communication et médias, ouais. Ça, c'est vous, hein. Ça, on ne peut pas oublier, en tout cas. J'ai oublié que j'étais en face de celui qui a d'une communicologue. Vraiment. Mais pasteur, la fonction publique, les agents plutôt de la fonction publique, comment on les appelle? On les appelle les fonctionnaires. Les fonctionnaires. Ouais. Ok. Mais on entend aussi parler des agents de l'État. Quelle différence existe-t-il entre un fonctionnaire et un agent de l'État? Un agent de l'État. Un agent de l'État, c'est celui qui a le contrat avec l'État. Mais un fonctionnaire, les définitions sont simples. Un fonctionnaire est celui qui est sous statut. Sous statut, ok. Voilà. Donc, l'agent de l'État, il a un contrat. Et l'État peut faire cesser le contrat comme il veut. Mais un fonctionnaire, il y a des conditions pour qu'on le fasse partie de la fonction publique. Et il y a des conditions, les conditions sont vraiment de stricte rigueur. Voilà. Même dans leur traitement, il y a toujours une différence. Par exemple, un enseignant, c'est un agent de l'État. Si chez eux, il n'y a pas comme nous,
qu'est-ce que je peux dire? Je cherche un mot, mais je vais parler avec le mot courant, retraite. Vous voyez, moi, je suis fonctionnaire de l'État. Aujourd'hui, à 65 ans, si j'arrête mon travail, bon, je sors en retraite, on va me payer, on appelle ça comment encore? Donc, quand je finis, en tant que fonctionnaire, quand je serai retraité à 65 ans, j'aurai mon décompte final. Mais un agent de l'État, c'est difficile, ils n'ont pas de compte, les policiers n'ont pas de compte final. Mais seulement, il y a quelques exceptions, parce que je sais que les gens me suivent, certains vont dire que non, comment tu peux dire des choses pareilles? Il y a quelques exceptions. Il y a le président de la République qui peut décider d'octroyer, de donner à une catégorie des enseignants les décomptes finaux, peut-être un enseignant de 80 ans, il continue toujours à enseigner. Il y a des mesures présidentielles. Les présidents localisent ces agents-là, enseignants, policiers, il leur octroie à titre honorifique. À titre honorifique, merci, c'était ça les mots. Ok, mais pasteur, vous avez cité seulement les policiers, j'ai entendu aussi, vous avez parlé des enseignants. Mais donnez-nous un peu, parce que peut-être quelqu'un qui nous suit, il se dit, il ne sait pas il est où, il est fonctionnaire de l'État ou il est un agent de l'État. Et c'est un peu d'énumérer qui sont réellement des fonctionnaires de l'État. C'est vrai, nous avons compris que ce sont ceux qui sont sous statut. Mais ceux-là qui ne sont pas sous statut, peut-être qu'ils se croient, ils confondent qu'ils sont à si tu n'es pas sous statut, tu n'es pas fonctionnaire de l'État, c'est ça. Il y a des enseignants, vous avez dit. Oui, il y a aussi des policiers. Qui encore? Les ministres sont des fonctionnaires de l'État? Les ministres sont des agents de l'État. Des agents, ils ne sont pas sous statut. Ils ne sont pas sous statut parce que quand ils partent, moi, comme je suis là, le ministre me dépasse peut-être par rapport au crime. Mais si aujourd'hui le gouvernement tombe, le ministre part, il me laisse. Il quitte, il me laisse. Moi, je suis fonctionnaire de l'État. Lui, son contrat prend fin. Lui, son contrat va prendre fin. Et puis vous, c'est la carrière. Moi, c'est la carrière. Donc, je suis là. C'est ça l'avantage. Peut-être qu'il a beaucoup d'argent, beaucoup des entrées. Mais l'avantage, c'est que moi, c'est la carrière. C'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Même quand je mourrai, mon salaire serait en train de sortir. Mes enfants vont les récupérer. Donc, un fonctionnaire, c'est un agent de carrière. Là encore, je donne un élément. C'est comme ça on dit que fonctionnaire, c'est un agent de carrière. Voilà pourquoi vous voyez des gens dans cette histoire ici des caisses-là de solidarité, je pense. INSS, appelez ça comme vous voulez. Les gens viennent retirer l'argent de leurs parents qui sont morts il y a 30 ans. Ils récupèrent toujours de l'argent parce qu'un fonctionnaire, c'est un agent, c'est un agent de carrière. Donc voilà l'avantage que nous avions. Et puis, pour me faire partie de la fonction publique, il y a toute une procédure. Ça prendra du temps, c'est plus de 3 ans. 3 ans au-delà. Ouais. Et pasteur, donc un fonctionnaire a un numéro matricule. Est-ce que les agents de l'État ont... Ils ont des numéros. La différence au niveau du sous-contrat et sous-statut. Ils ont le numéro matricule. Ils ont le numéro matricule. Ils sont sous contrat. Qu'on donne dans leur ministère. Mais nous, tous les fonctionnaires de l'État, il n'y a qu'un seul ministère qui est habilité à leur octroyer les numéros matricules, c'est la fonction publique. Sans l'arrêté du ministre de la fonction publique, tu ne peux pas t'appeler fonctionnaire de l'État. À moins que tu sois une nouvelle unité, tu attends le processus d'immatriculation. Ceux qui sont dans les cabinets des ministres... Ils ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Voilà pourquoi quand les ministres partent, eux aussi, ils partent. Ça dépend maintenant de l'humeur de celui qui viendra. Il vous retiendra 1 mois, 2 mois, les délais c'est 3 mois. Dépasser, arriver à 3 mois, vous serez obligé de partir et il va faire sortir son cabinet. Et on vous paye les indemnités de sortie. C'est ce que je voulais demander parce que pour un fonctionnaire, après sa retraite, il prend comment on appelle ça? Les décomptes finales. Donc pour les agents de l'État, quand ils vont partir, ils ont des... Non, pas les agents de l'État, il ne faut pas confondre. Mais les ministres, tous ils sont des agents de l'État, mais ils prennent les indemnités. C'est ce que je voulais dire. Ils prennent les indemnités. Mais pas tous les agents de l'État, parce que sinon les gens vont entrer dans une confusion. Un enseignant, un policier, c'est un agent de l'État. Mais quand un policier, l'âge est avancé, on dit que maintenant, là, comme l'âge est avancé, on doit le faire sortir. Il n'a pas des indemnités de sortie. Il n'a pas des indemnités de sortie. Il n'a que son salaire pendant un certain temps. Et puis, on va couper pour lui laisser sa cotisation au niveau de l'INSS, je pense.
La CNSS aujourd'hui. La CNSS aujourd'hui. Bon, Ok. il faut comprendre que je suis de l'ancienne. Je vous comprends. Moi, j'ai actualisé. Voilà. Il faut toujours faire Vous la êtes mise à jeune, jour. hein? Mais pasteur, comme nous parlons toujours des fonctionnaires, combien de catégories ou types de fonctionnaires existent-ils dans la fonction Il y a publique? 4 catégories de fonctionnaires. Ok, lesquels? La catégorie A est des secrétaires généraux, Mhm, des directeurs. mhm. La catégorie B, c'est les chefs de division Ok. et les chefs de bureau. Mhm, La catégorie C, c'est l'agent de collaboration, mhm. ce qu'on appelle ATA1 et ATA2. Ok. La catégorie 2, c'est l'agent d'exécution. Ok. Donc, 4 types de catégories. Voilà. Et avec le temps, on peut changer aussi des catégories. On peut quitter les catégories D aux catégories C. Ça dépend de... Oui, avec le temps, Avec le temps. on peut monter parce que l'administration publique prévoit Ok. 2 types pour monter les grades. Il y a 3 ans, 3 années successives. Dans l'ancienneté. L'ancienneté, bien sûr. Et puis le niveau de diplôme aussi, Ok. ça compte. Ça compte. Oui, ça compte. Avec la modernisation de la fonction publique aujourd'hui, Mhm. même les recrutements, Mhm. à l'époque, les gens étaient recrutés. Moi, à mon époque, j'ai été recruté à TA1. Mais aujourd'hui, pour les grades de recrutement, c'est à TAD. Ok. Vous voyez, c'est réduit. À l'époque, avant moi, et d'ailleurs, dans mon époque, les gens ont été recrutés aussi comme des chefs de bureau. Ok. Aujourd'hui, c'est vraiment pratiquement interdit avec la nouvelle législation. C'est vraiment interdit. Ok. Donc, on doit monter en tenant compte des diplômes, en tenant compte de l'ancienneté, en tenant aussi compte des capacités fournies au travail, votre fiche de cotation. Voilà. Ok. Pasteur, tout à l'heure, vous avez parlé du recrutement. Nous voulons un peu savoir comment s'est fait le recrutement à la fonction publique. Bon, en réalité, les recrutements devaient se faire par concours. Ok. Mais jusque-là, à l'époque... Devait se faire. Donc, c'est ce qui ne se fait pas. Devait. Ok. C'est ce qui ne se fait pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. À l'époque de ma tante Apognon, j'avais entendu, je n'ai pas participé, mais il y a eu des gens qui ont été recrutés par concours. Un groupe de jeunes qui ont été recrutés par concours. Comment on lance ces recrutements? Par non, mais la fonction publique, on affiche, oui, par la voie médiatique, médiatique plutôt, Internet, on affiche aussi, et les gens se souscrivent, il y a des conditions. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai encore une bonne mémoire. Pour être engagé à la fonction publique, il faut avoir 45 ans, 40 ans, 45 ans. C'est ce qui a été décrit. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui se font, les gens sont engagés au-delà, parce que les moyens de recrutement, on ne respecte pas les moyens de recrutement. En principe, on devait passer par les concours, mais les gens passent parce que son frère est devenu ministre, et les frères du ministre, les ministres font sa liste des gens de sa famille. Oui, les gens de sa famille, ils donnent ça au secrétaire général, parce que le ministre, c'est lui le chef, mais il ne peut pas s'en passer du secrétaire général. Lui, il s'occupe juste de l'aspect politique. Voilà, c'est le secrétaire général qui affecte, qui engage. Alors, il fait sa liste des membres de sa famille. Ce qui tue la fonction publique aussi, c'est ça. C'est le tribalisme, la politisation. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez, Madame Clémence, vous arrivez ministre de la communication et médias, c'est ça, hein? Oui. Vous arrivez ministre de la communication et médias, nous, tes amis, on va venir te dire, oh, mais c'est ton temps. Mets un peu tes frères, tu prends tes frères, même ceux-là qui sont, je ne sais pas moi, en Banzangungu, tu les appelles, ils viennent, même ceux qui savent pas écrire. Il y avait un ami qui me faisait rire, lui, il est chef de bureau, il m'a dit, lui, on lui a envoyé quelqu'un qui venait de Bassan là-bas. Les jours où il est venu dans son bureau, il avait des bottes, ou les bottes qu'on porte lorsqu'il y a la pluie là. Il avait des bottes là avec la veste. Il ne savait même pas écrire son nom. Mais son frère était ministre. Il ne pouvait rien faire. S'il refuse, la frappe viendra d'en haut. Donc le tribalisme est en train vraiment de détruire la fonction publique et les aspects, les ministres qui viennent, les quotas de la politique. Les quotas, les ministres qui viennent, il est de tel parti politique et le secrétaire général de ces partis-là ou le président, l'autorité morale de ces partis-là fait une liste de ces gens.
et on impose les gens comme ça. Et souvent aussi, ils vont au-delà de ça. Vous verrez quelqu'un qui vient, il est influent dans son parti politique, et le secrétaire général ou bien l'autorité morale dit au ministre, lui là, il va devenir chef de bureau. Parce que le secrétaire général fait son travail, le ministre approuve. Et quand le ministre, il signe quelqu'un qui vous vient derrière, il devient chef de bureau. Ça crée des frustrations. Okay. Parce qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans là, qui n'ont pas ces grades. Là, il y a une personne qui est venue. Ça crée des frustrations sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan travail. Okay. Parce que, vous savez, moi, je suis chef de bureau. Si demain, je deviens CD, j'ai mes agents de collaboration. Certains d'entre eux montent. Vous voyez, le fait que je monte et ils montent, on a l'esprit de collaboration. Mais quand on me donne un chef de division qui n'a jamais été chef de division parce que son parti politique l'impose, vous voyez déjà que quand il vient là, ne dites pas parce que je suis pasteur, ça ne passe pas. Il y aura cassure. Oui, il y aura même cassure, pour ça le ne passe travail. pas. Lui, il vient avec un autre esprit. Voilà. Et puis, il vous Voilà. trouve avec un autre esprit Voilà. aussi de travail. Voilà. Okay. Donc, c'est ces deux choses-là, si le gouvernement devait revoir, c'est ces deux choses-là, les tribalismes et... j'ai pas trop vécu, j'ai vécu l'époque de Mobutu, mais pas trop parce que j'étais enfant. Encore jeune. Et jeune, il faut dire que jeune encore. Mais ce que je retiens de l'époque de Mobutu, même dans ses discours, il ne voulait pas que si un directeur est... si on cite les tribus encore, ça crée des problèmes. Bon, je sais pas. C'était les provinces. Je sais pas. Si un directeur est de la province de Kwango, il faudrait que les chefs de division soient des provinces de Kasaï. Okay. À l'époque de Mobutu, c'était ça. Il ne voulait pas que les gens de même province occupent une même direction. Okay. Ça ne donnait pas une très bonne connotation. Ce sont des exemples que nous devrions suivre si nous voulons l'unité nationale. Vraiment, madame, là, je vous dis vrai, je suis fonctionnaire. Okay. Je suis fonctionnaire. La fonction publique est en train de se détruire à cause du tribalisme et de la politique, des partis politiques. Parce que vous allez vivre, excusez-moi, les gens viennent par... vous allez vivre dans la fonction publique, les gens viennent par événement. Par, je ne sais pas quoi le mot que je vais utiliser, mais que les gens me comprennent. Si on a un ministre de l'Équateur, vous verrez maintenant là, dans votre ministère, beaucoup de gens de l'Équateur vont avoir des affectations, vont être engagés et ils vont être mécanisés. C'est par série des provinces. Voilà, c'est par série. Okay. Et lorsque le ministre de l'Équateur quitte, si vous avez un ministre de Katanga, vous verrez. Et d'ailleurs, certains ministres vont plus loin. Ça, il faut qu'on se dise la vérité, vont plus loin. Et quand ils viennent avec leurs gens là, ils savent que dans ces ministères, les postes clés, c'est celui-ci. Ils boostent les anciens, ils prennent les nouveaux, ils les mettent pour contrôler les systèmes. Tandis qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas de compétences requises. Bon, quoi qu'ils peuvent avoir des compétences, mais ils n'ont pas l'expérience dans ces domaines-là. Donc, il y a des années passées, je ne sais pas citer le nom de ces ministres-là, il est venu dans un ministère, il a pris un groupe de gens, il les a mis dans les garages. Et il a pris ces gens, lui, de sa province, il les a placés là. Et ces gens-là qui étaient dans les garages, ils ont souffert, hein, madame. Ils ont souffert pour qu'ils soient relevés. C'était au-delà de 3 ans. Vous voyez déjà. Alors, je crois que c'est tuer c'est tuer l'administration et tuer les familles. Le pays aussi. Tuer les pays. Okay. Beaucoup de gens qui ont été mis dans les garages, ils ont des familles, ils ont des enfants qu'ils nourrissaient. Et ils étaient maintenant incapables de donner la vie à la dimension, de donner la vie sociale aux enfants et à sa famille dans la même dimension auparavant. Okay. Parce que quelqu'un est venu, parce qu'il est touché, il a des sentiments tribaux. Ça, ce sont des choses, si le Congo veut être uni, ce sont des choses qu'on doit dépasser. On doit bannir. Oui, on doit bannir au milieu de nous. D'accord, pasteur. Voilà. On a parlé de la fonction publique, mais on n'a pas encore parlé de vous. Oui, pasteur, parlez un peu de vous. Vous particulièrement, vous êtes dans quel ministère et comment avez-vous été recruté? Je suis au ministère du budget. Ok. Oui.
J'ai été recruté dans les systèmes toujours. Quelqu'un a mis mon nom et puis je suis arrivé au ministère. Vous êtes arrivé. Ouais, je ne cache pas. C'est le moyen auquel j'ai été recruté. Mais s'il fait le concours, je suis prêt pour le concours. Depuis que vous êtes, vous êtes au budget, avez-vous déjà, vous avez commencé directement au budget ou vous avez aussi été dans un autre ministère? Non, je n'ai jamais été dans un autre ministère, moi directement budget. Mais est-ce aussi le transfert des ministères, d'un ministère à un autre, c'est fait aussi à la fonction publique? Oui, c'est fait à la fonction publique. Comment ça s'est fait? Qui doit solliciter? C'est l'agent qui doit solliciter? C'est le secrétariat général? Comment ça s'est fait? La législation à la matière donne droit à l'agent. Je suis au budget. Je suis dans la direction des approvisionnements. Vous voyez? Alors, si je trouve que les compétences que j'ai dans la direction des approvisionnements ne me permettent pas d'aller plus loin, je peux solliciter d'aller, par exemple, à la direction des contrôles budgétaires, parce que je me suis dit, bon, je connais un peu la matière, je peux solliciter. Dans le même ministère. Dans le même ministère, ou soit ailleurs aussi, parce que si je dis, bon, je suis au budget, mais je me vois plus dans l'environnement, je me connais plus dans les domaines, je peux solliciter les transferts. Mais aujourd'hui aussi, nous trouvons dans la fonction publique, pasteur, je ne sais pas si je me trompe, nous trouvons peut-être un agronome, vous le trouvez au ministère du budget, par exemple. Ça aussi, c'est aussi un problème. Mais c'est un intellectuel d'abord. Oui, un intellectuel, on n'en disconvient pas. Mais ne pensez-vous pas que l'agent doit travailler dans le ministère en rapport avec sa formation reçue? Oui, je crois en ça. Même la direction des ressources humaines, c'est ça son travail. Quand il recrute, les recrutements à la fonction publique, c'est fait, on recrute tout le monde. Mais c'est prévu aussi des formations. Parce qu'on s'est dit, la personne que nous recrutons a une base de données intellectuelles. Vous avez été formé à votre époque? C'est ce que j'ai dit. Je déplore le système de... Vous n'avez pas été formé? Non, mais là où je suis, ça correspond avec ma discipline. Vraiment. Vous vous retrouvez quand même. Ouais. Mais c'est prévu. La fonction publique prévoit des formations pour équiper ses agents. Parce que même dans les secteurs privés, on peut prendre quelqu'un qui a fait une autre formation, l'équiper par rapport à son poste là. C'est prévu. Mais seulement dans la réalité, dans la pratique, ça ne se fait pas. D'accord, pasteur. C'est l'auto-formation dans la pratique. Vous avez dit que vous êtes au ministère du budget. Êtes-vous content de votre travail à la fonction publique ou vous travaillez juste parce que vous avez besoin de travailler, vous n'avez rien à faire, par exemple? Non, je suis très content de mon travail. Vous travaillez avec dévouement? Avec dévouement. Je vais chaque jour. Je quitte ma maison très tôt matin. Ce n'est pas un gagne-pain seulement pour vous? Non, je donne le meilleur de moi-même. Je donne le meilleur de moi-même. Là où dans la direction, moi je travaille, il y a le travail consistant. Ne t'en fais pas. Pas que les gens aient une mauvaise conception des fonctionnaires. Il y a des fonctionnaires qui travaillent. On sait que la fonction publique, il y a la légèreté, vous pouvez aller quand vous voulez. Ça dépend. Quand vous allez, oui, à 8 heures, vous trouverez le bureau de la fonction publique fermé. Vous trouverez, les listes sont déjà enlevées. C'est à midi que vous allez trouver les agents. Nous avons un système de pointage. Vous trouverez le pointage électronique là, fermé. Ah, chez vous, c'est évolué, hein? Oui, c'est très évolué. Mais ailleurs, c'est pas comme ça. C'est pas partout. C'est parce que vous êtes au budget. Non. Est-ce qu'à l'environnement, ça se passe comme ça? Non, je ne sais pas. Moi, j'ai été à l'environnement une fois, j'ai pas trouvé ça. J'ai été au ministère de la Communication immédiate, c'est pas ce que nous voyons. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas ce que nous voyons. Non, mais chez vous, il n'y a pas de système de pointage dont vous parlez. Le pointage, là, c'est partout ailleurs, non? Comment ça? Vous avez dit que c'est électronique. Ailleurs, c'est pas électronique. C'est comment? C'est avec les papiers. Mais oui, c'est un pointage. Mais chez nous, c'est électronique. Mais il faut moderniser partout. Mais la plupart, aujourd'hui, là, la plupart des bureaux des fonctionnaires sont des bons bureaux. À moins, s'il y a un ministère... On doit vérifier. Il faut vérifier. Mais j'ai dit à 4... J'ai même ma main à couper. À plus de 70% des bureaux des fonctionnaires à l'heure actuelle dont je parle sont des bons bureaux, des beaux bureaux, climatisés avec de nouvelles chaises. Non, ailleurs, c'est pas comme ça. Moi, là où j'ai visité, c'était catastrophique. Là, il faudrait maintenant voir les gestionnaires. Oui. Parce que la plupart des bureaux
des fonctions publiques. J'ai dit, je suis devant les caméras. Donc, ils n'ont pas besoin d'envier les privés. Oui, la plupart des bureaux des fonctions publiques ont été aménagés et structurés. D'accord, on va vérifier. Pasteur, vous êtes pasteur, homme d'église et aussi fonctionnaire de l'État. Comment combinez-vous les ministères et la fonction publique? Bon, c'est question d'organisation. Je sais que les gens, c'est une question que les gens me posent beaucoup. Surtout quand les gens m'écoutent prêcher avec la force et une certaine structuration dans les prédications, une certaine profondeur. Les gens me disent, comment tu fais entre le travail et le ministère? C'est question d'organisation, c'est question d'obéissance, c'est question de savoir séparer. À ce temps, j'ai fait ça, à ce temps, j'ai fait ça. Mais les pasteurs doivent travailler à temps plein à l'église, pasteur. Ouais, moi, je suis d'avis. Vous êtes David, non? Oui, mais vous ne travaillez pas à temps plein parce que vous êtes aussi à la fonction publique. Non. J'ai mal compris votre question. Non, le problème est que j'ai répondu rapidement. C'est pas grave. Donc, moi, je ne suis pas de cet avis. Vous n'êtes pas de l'avis qu'un pasteur doit travailler à temps plein. Je ne suis pas de cet avis. Ça va susciter les débats. Moi, je suis de l'avis qu'un pasteur doit travailler aussi dans les séquiliers. Comment pasteur? Comme vous? Oui. Mais peut-être parce que vous avez trouvé une grâce. Non, mais c'est parce que je le voulais. Il y a des gens de mon époque, aujourd'hui, certains regrettent. Quand moi, je suis monté au campus, il y a des gens qui me disaient à l'époque que, bon, la classe, on a tout, il faut ça, l'ensemble. Je te dis vrai. On était jeunes, on était avec des jeunes, certains disaient, non, j'ai déjà diplôme, c'est fini pour moi. Mais moi, je suis allé au campus pour se faire cultiver encore. Vous voyez, moi, je ne suis pas d'avis des temps pleins. Est-ce que d'abord, la question qu'on doit se poser, il existe réellement les temps pleins? Non, c'est au regard du Nouveau Testament. Qui sont à l'église chaque jour, le matin, le soir. Mais les temples là posaient problème dans l'Ancien Testament. Vous ne le savez pas. Non, pasteur. Quand Dieu parle à Malachie là, parce que vous saviez que les gens, ce sont le prêtre, les pasteurs, appelons-les comme ça, sinon les prêtres diront que j'ai des problèmes avec eux. Les prêtres dans l'Ancien Testament, Dieu avait interdit aux prêtres de travailler. Ils n'avaient même pas droit à voir les terres. Là, c'était Lévi. Mais c'est ce qui a créé la sécheresse. Les temples étaient vides, les prêtres n'étaient plus là parce que le peuple ne venait plus donner les offrandes. Et ils devaient vivre comment? Et quand vous regardez même dans le Nouveau Testament, quand Jésus a chassé les gens au temple, c'est dit à quoi? C'est dit au temple. Pasteur. Oui. Comment ça? Écoutez, moi je suis d'avis qu'un pasteur travaille. Parce que si un pasteur travaille, même son message sera équilibré. Mais il ne prêche pas le message parce qu'il y a une dame qui s'appelle Clémence qui donne 10 000 $ et si le pasteur dit des vérités qui touchent Clémence, Clémence va partir. Non, mais pasteur. Non, si écoutez ma théorie, je développe d'abord ma théorie. Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé dans les temples de Jérusalem? Dans les temples de Jérusalem, il s'est passé quelque chose que beaucoup ne veulent pas analyser. Jésus est venu chasser les gens, les vendeurs. Les gens venaient pour offrir. Les gens amenaient de bêtes. Quand on peut une église, pasteur tellement ça n'a l'autre va ici pasteur. Il y a des coopérants, des commissionnaires qui sont venus avec leurs bœufs. Et les pasteurs commençaient à vendre. Au lieu que tu pars acheter ailleurs, tu achètes chez les pasteurs. Vous voyez? Donc chez les sacrificateurs. Chez les sacrificateurs. Moi, je ne suis pas d'avis. Pour moi, les pasteurs doivent travailler. Les pasteurs, un pasteur doit travailler. Ça, c'est votre avis. Ouais. Vous le soutenez. C'est discutable. Mais quand est-ce que les pasteurs aura le temps pour les brebis? Il doit s'organiser. C'est sa vie. Il a choisi la vie. Il doit s'organiser. Je ne sais pas comment s'organiser. Il doit lire la parole de Dieu à 4 h du matin. Il se réveille, il lit, il prie. Mais c'est pas se surcharger et puis il va mourir tôt. Non, il ne va pas mourir tôt. C'est question d'organisation. Il se surcharge. Il n'a pas le temps pour se reposer. C'est qu'il aura le temps pour se reposer. Il se reposera les samedis. Ah,
pasteur. Il se reposera les samedis là, il se reposera les lundis. Les samedis là, il y a aussi des fidèles qui appellent. Papa, moi je vais déménager, venez prier Mais à la maison. il doit les localiser. Ma fille est malade, ou je suis à Il l'hôpital doit avec elle, venez. délocaliser les fidèles. Et les entretiens. Les pasteurs n'est pas seul dans une église. Les pasteurs, on a 5 pasteurs, 6 pasteurs, 7 pasteurs, 8 pasteurs. Si j'ai 10 personnes à recevoir, je trouve que c'est du poids par rapport à mon temps. J'envoie les 5 personnes chez les autres. Mais il y a aussi de ces fidèles qui tiennent tellement à un pasteur. Il dit que moi, en tout cas... Vous les appelez fidèles, madame. Qui les a fidélisés? N'est-ce pas les pasteurs? Qui les édite? N'est-ce pas les pasteurs? Non, les pasteurs doivent aussi lui dire que non. Bien sûr, c'est parce que les pasteurs aussi, disons-nous de vérité, c'est parce que les pasteurs aussi aiment le fanatisme. C'est comme ça qu'il veut que les gens soient concentrés vers lui. Il peut vous désorienter les autres personnes, délocaliser. Okay. On les appelle fidèles, non? Qui les fidélise? Tout ça, c'est intellectuel. Vous les avez appelés fidèles. Qui les fidélise? Parce qu'on ne peut pas être fidèle sans être fidélisé. Et les pasteurs les fidélisent comment? C'est là le problème. Les pasteurs les fidélisent vers lui. Si les pasteurs les fidélisent que nous sommes à 10, et 10 nous pouvions faire le travail, les gens vont aller. Parce que les gens auront besoin du résultat. Mais non, pasteur, le pasteur qui travaille à temps plein, vous les condamnez? Est-ce que d'abord il y a les temps pleins? Non, qu'est-ce qu'on entend d'abord par temps plein? Maintenant, c'est vous qui devez me donner la définition. Non, moi je pose des questions, pasteur. Pour moi, il n'y a pas les temps pleins. Parce que les pasteurs là, qui disent qu'ils sont au temps plein, vous allez voir, si vous vérifiez, il y a des pasteurs qui ont des boutiques, il y a des pasteurs qui ont des affaires, ce n'est pas les temps pleins. Ils ont engagé des gens pour ça. Et ils restent concentrés. Mais les temps pleins là, les temps pleins, quand on dit dans l'Ancien Testament les temps pleins, les pasteurs ne faisaient pas autre chose. À droite. La Bible dit qu'ils n'avaient même pas, lorsqu'il y avait partage des terres, ils n'avaient pas droit. Lui, il dormait au temple, il restait au temple. Ses enfants étaient nés au temple. C'est ça les temps pleins. Mais quand je suis pasteur, j'ai mes business. Parce que un mondimier est venu et il m'a donné une dîme de 100 000 $. Je prends la dîme de 100 000 $, j'investis dans les affaires. Il n'y a plus le temps plein parce qu'à un moment donné, je vais aller, étant gestionnaire, contrôler les affaires. Il n'y a plus le temps, il n'y a plus le sens du temps plein. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il Pourquoi aussi moi je ne veux pas que les temps pleins existent? Pourquoi pas? Ça donne la personnalité au pasteur. Il prêche la parole de Dieu avec équilibre. Aujourd'hui, dans nos églises ici, la parole de Dieu n'est pas prêchée avec équilibre. Il y a des sujets que tu ne peux pas toucher à l'église. Si tu les touches, tu risques que ta voiture ne puisse pas avoir le carburant. Ouais. C'est comme ça que moi j'ai béni les plateaux comme Bénira. On peut toucher toutes les sensibilités sans avoir peur. Okay. Nos églises, nous sommes limités. Je parle de l'église d'une manière générale. On est limité. Il y a des gens qui ne sont plus d'accord quand tu prêches ça. Et certains vont te créer des problèmes. Hein. Ils vont te créer des problèmes parce que tu as dit la vérité du haut de la chair. Ok. Ouais. Mais, pasteur, maintenant... Ça commence à chauffer. Hein. Non, ça ne chauffe pas. Ouais. Quand ceux qui ne travaillent pas à temps plein, comme vous l'avez dit, bon, qui ne font pas autre chose en dehors de l'église, qui ne travaillent pas dans les séculiers, quel conseil pouvez-vous leur donner? Je leur donne des conseils de faire quelque chose. Vous pensez moi, je ne parle pas toujours de travailler dans les séculiers. Qui ne sont pas équilibrés? Pour moi, beaucoup entrent aussi dans l'escroquerie. Vous êtes sûr, pasteur? Je suis sûr de ce que j'ai dit. Je suis sûr de ce que j'ai dit. Moi, je suis fils d'un pasteur. Avant que je sois dans les... Biologique. Avant que je sois dans les églises de réveil, moi, je suis protestant. Okay. J'ai vécu le système pastoral chez moi à la maison. C'est comme ça que moi, par rapport à ce que j'ai vécu, j'encourage qu'un pasteur travaille. Vous avez suivi alors l'exemple de votre père biologique? Bien sûr, j'ai suivi. Était dans les séculiers, il était enseignant, il était pasteur. Ok, aumônier. Aumônier. Il faisait bien son travail. Il faisait bien son travail. Et l'église, mon père avait refusé d'habiter dans la même parcelle que l'église parce que l'église avait construit une maison à côté de l'église. L'église lui avait construit une maison d'habitation à côté du temple. Il n'a pas voulu y habiter parce qu'on lui avait donné aussi un champ qu'il faisait. Il faisait son travail. C'est comme ça qu'il a acheté sa parcelle et on habitait.
Parce que je connais, si tu te donnes, hein, toute ta vie, c'est prêcher. Si tu n'as pas préparé ton cœur, tu feras du mal aux gens. Okay. Parce que dans les choses de Dieu que vous voyez, il y a le haut et le bas. On peut te dire, Clémence, aujourd'hui tu quittes ce poste-là à l'église. Si tu n'as pas autre chose à faire, c'est ça ta vie, tu peux mettre les poisons aux gens. Qu'on se dise de vérité. Ah oui, parce que pour toi, l'œuvre de Dieu est devenue gagne-pain. Et si tu dis, si je quitte ici, je n'aurai plus le pain. Alors c'est lui qui te remplace, c'est ta bête à abattre. Ok. Vous voyez? C'est okay. Moi, pour moi, le fait que le pasteur fait autre chose en dehors de son ministère, pour moi, c'est une manière de protéger son cœur. Ça n'engage que moi. D'accord. Je sais que c'est la parole de Dieu qui protège notre cœur, c'est le Saint-Esprit. Mais un moyen aussi que nous ne pouvions pas négliger, le pasteur a ses affaires, il fait ses choses en dehors de prêcher. Okay. Ça lui protège le cœur. Parce que si c'est ça seulement, il y a les hauts et les bas, j'ai dit. Okay. Moi, j'ai vu les gens quitter la communauté de mon père. On les a fait partir. Je les ai vus toucher des fétiches parce qu'on les a fait partir. Ils n'avaient plus un moyen de subsistance. Vous voyez? Ils n'avaient plus un moyen de subsistance. Aujourd'hui, les gens peuvent dire, j'ai de l'esprit, j'ai de l'esprit. Il y a un moment donné, tu vas sentir que c'est la chair qui fonctionne. Ok. Parce que tu te dis, je perds les postes, qu'est-ce que j'ai deviendrai? D'accord, ça aussi c'est parce qu'il y a maintenant des postes à l'église. Nous comprenons que voilà encore. Travailler à temps plein, c'est la vie du pasteur Alex et il les soutient haut et fort. Je le soutiens qu'un pasteur travaille, il est pasteur, soit il est engagé dans les séculiers, soit il est dans ses affaires. Okay. Il a ses boutiques, il a ses hôpitaux, il est entrepreneur. Okay. Donc il s'occupe, il est DG, directeur général de son hôpital. Il s'occupe de son hôpital, il s'occupe aussi des brebis. Et je vous dis que ça va bien fonctionner. Si quelqu'un, un partenaire vient avec des antivaleurs, tu sais que si tu me donnes trop, il est difficile pour te reprocher. Si je reçois trop de toi, il est difficile pour que je te reproche. Okay. À moins que j'aie vraiment des valeurs. Sinon, ça serait difficile. D'accord, pasteur, la télé, c'est les temps. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, j'aimerais qu'on continue encore à creuser encore si vraiment un pasteur doit travailler dans les séculiers ou rester à temps plein. Mais pour ce soir, nous devons nous arrêter ici parce que la télé, c'est les temps. Mais nous n'avons pas touché vraiment la fonction publique. Acceptez, pasteur, de revenir prochainement pour qu'on termine avec ce thème. Pas de problème, je suis disposé, mais quoi qu'on est en train de citer, sachez-le qu'il y a des grands hommes de Dieu aujourd'hui qui travaillent dans les séculiers, mais quand ils vous prêchent, vous sentez qu'ils sont équilibrés. C'est question d'organisation. Ok. D'accord, pasteur. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Nous avons parlé de la fonction publique et les chrétiens, un thème qu'on n'a pas achevé faute de temps. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain à la même heure, sur la même chaîne, avec le même invité, surtout avec la même équipe pour continuer et achever ces thèmes, mais encore avec le même plaisir. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement. Au revoir.